matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Richard Durassante. Bonjour Richard Durassante. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc auteur de ce livre, Société du chaos organisé, aux éditions Marco Pieter, mais également psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, psychologie clinique, thérapeute de famille et de couple, membre de la Société française de thérapie familiale psychanalytique, membre associé de l'Institut international de psychanalyse Charles Baudouin et la Société internationale de psychanalyse multidisciplinaire. Alors pourquoi une présentation si longue autour de la psychanalyse et de la psychopathologie? Parce que vous en parlez aussi dans votre livre, vous en parlez à la fin. Et finalement, vous dites, alors j'étais en train de chercher la feuille, ça y est, j'ai retrouvé. Je vais pouvoir vous citer exactement, ce sera mieux. Vous dites, voilà, que doit faire la psychanalyse dans cette période de guerre contre l'humanité? Parce qu'on va y revenir, vous indiquez qu'il y a une guerre qui est en train de se jouer contre l'humanité, contre le peuple. Une guerre, une aversion des valeurs, une corruption généralisée, une gouvernance par le chaos. Et vous dites, mais quel est mon rôle finalement et quel est le rôle de la psychanalyse là-dedans? Pourquoi je réagis? Et vous dites que jusqu'à maintenant, la psychanalyse, finalement, c'est un peu comme dans les cures. La psychanalyse prêche la soumission, l'acceptation, la nécessité de la frustration d'avoir à se taire. Et dans les faits, elle se tait. Et c'est vrai que... Puis en plus, je connais un grand nombre de personnes qui sont suivies par des psychanalystes ou des psychiatres ou des psychologues qui sont fort médicamentés et finalement aidés à accepter quelque chose qui n'est peut-être pas acceptable en soi. Donc si vous le permettez, avant même d'aller dans le vif du sujet, le cœur, c'est-à-dire ce qui se passe, la gouvernance par le chaos, l'inversion des valeurs, je voulais commencer par votre place à vous. Pourquoi vous avez pris cette plume? Et pourquoi vous vous rebellez contre cette psychanalyse ou ce monde de la psychologie qui finalement impose la soumission? De m'avoir invité. C'est plus une réflexion qu'une rébellion. Oui. Je dirais que ce sont les événements depuis 2020 qui m'ont amené à penser la place que nous avons, nous les soignants, dans cette guerre de 5e génération. Qui permet de réinterroger les outils de travail et me faire dire que la place du soignant n'est pas simple du tout. C'est-à-dire, d'une part, il est dans ce qu'on appelle une neutralité bienveillante, c'est-à-dire ne pas impulser trop la réflexion ou le positionnement du patient, le laisser trouver tout seul sa place. Et d'autre part, ne pas être ignorant des événements qui se produisent dans la société. C'est-à-dire, je pense qu'il faut que le soignant soit très informé, et pas une information qu'on puise sur des chaînes télé ou autres, soit très informé de ce qui se passe aujourd'hui en société, de façon à en avoir une vue claire. Parce que la vue claire lui permet de prendre beaucoup plus en compte et d'aider la personne qui va être en colère, par exemple. Voilà. Sinon, la colère, comme disait James Hillman, qui est un psychanalyste américain, jungien, il disait la psychothérapie a tendance à lisser la colère c'est ça. des gens. Voilà. Elle a lissé et à pas suffisamment la prendre en compte. Alors que quand on est au fait des événements de la société, on se rend compte que les gens sont en colère et on peut le comprendre. Voilà. Oui. Finalement, on peut dire, je suis désolée, c'est un peu dur contre votre profession, mais que la psychologie, la psychanalyse peut être un outil utile pour un pouvoir dictatorial ou absolu, ou en tout cas contestable. Oui, je pense que les psychologues ou psychanalystes ou psychiatres sont en première ligne du soin, de la protection aussi bien des patients que des humains. Cette protection, elle exige, je pense, c'est mon point de vue, elle exige effectivement d'être particulièrement au fait du fonctionnement de la société, parce que c'est important. Ça permet de comprendre vraiment au fond des choses ce qui se passe. Oui. Et pas simplement être trimballé par la manipulation mentale qui a lieu aujourd'hui dans les médias, entre autres. Alors, et vous le dites, quand la psychanalyse se tait, alors vous citez Gérard Pommier, qui est un autre psychiatre et psychanalyste, qui a écrit « Occupons les ronds-points », Marx et Freud. Vous citez Gérard Pommier et vous dites que quand la psychanalyse se tait, elle est complice du souverain, voire du dictateur. La neutralité dans ce cas n'a rien de bienveillant.
Donc on voit bien, en effet, quelle est la place que vous comptez prendre, vous, justement, en tant que soignant, vous le dites. À l'heure actuelle, la psychanalyse ne prend pas parti face à un pouvoir qui se marginalise et qui se transforme en dictature, dites-vous également. Donc on voit bien, en effet, la place que vous souhaitez prendre, et en tant que, justement, psychanalyste et en tant que soignant, comme vous le rappeliez. Tout à fait. L'important dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est non seulement ceux qui ont un pouvoir dictatorial, peut-être, mais aussi l'éveil des gens. Je crois que l'éveil ou le non-éveil est très important. Oui. Le fait que les gens s'éveillent, c'est essentiel. Voilà. Alors, justement, on va aller maintenant dans le vif du sujet, dans ce que vous décrivez, dans cette information dont vous parlez, puisque vous parlez de, alors, concrètement, de gouvernance par le chaos et d'ingénierie sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? L'ingénierie sociale, j'en parle dans la 4e de couverture, du coup, je n'ai jamais aussi bien formulé que quand je l'ai écrit. C'est un système de gouvernance qui instaure le chaos. Le chaos est pris comme, je dirais, arme contre le peuple, par le fait de distiller l'incertitude, l'imprévisibilité, ce qui répand la peur et le fait que la personne est délocalisée de ses bases identitaires. Ne sait plus que penser, ne sait plus qui il est, et du coup, il se fie un peu, d'ailleurs les grands penseurs l'ont formulé, le fait que les foules se fient à la personne qu'ils élisent comme personnage puissant. Voilà. À la limite, qu'ils pensent à leur place. Sigmund Freud en parle dans Psychologie des foules, analyse du moi. C'est un livre remarquable où il explique ça. Oui. Donc finalement, ça, c'est la société du chaos. C'est le chaos organisé. Finalement, par le chaos, la personne prend peur et elle ne sait plus comment réagir qu'un malapin devant les phares. Et c'est là où vous, peut-être aussi, en tant que soignant, psychanalyste, vous pouvez aider la personne à la resituer, comme vous dites? Oui, à l'aider à repenser correctement, à sortir certainement de la manipulation et des influences négatives que la personne reçoit, de façon à arriver à penser par lui-même et à penser différemment en tout cas. Et du coup à sortir de la peur. Sitôt que l'individu se met à penser plus tranquillement, il sort de la peur. Et une personne qui a plus peur, c'est pas la peine de faire la révolution, de prendre des fourches comme en 1789. Le tout, c'est d'arriver à sortir de la peur par la lucidité, je dirais, par l'éveil. Et oui, c'est ça l'éveil. C'est-à-dire que finalement, réussir à mettre des mots sur les mots, comme on dit souvent, mais c'est-à-dire à comprendre quel est le mal qui nous ronge. Oui. C'est pas un mal-être abstrait, on va dire. C'est tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est l'occasion de dire que l'individu n'est souvent pas malade tout seul. Oui. Ni tout seul, ni à cause de son histoire familiale, de ses parents et tout ça. Il est aussi malade de ce que la société lui fait vivre et de ce que les gouvernants lui font vivre parfois. Est-ce que vous diriez que finalement c'est la société qui est malade aujourd'hui? Oui, la société va pas bien, c'est clair. La société n'a pas bien et je pense que ça fait en sorte, par la manipulation mentale, d'empêcher peut-être les personnes de penser sereinement, d'être suffisamment lucide par rapport à ce qui se joue. Ouais. Une personne qui n'est pas lucide, c'est une personne qui est beaucoup plus apte à la peur, et du coup à sortir d'elle-même par le fait de ne pas voir les choses comme elles sont, quoi. Oui. Je vais vous citer sur l'ingénierie sociale. Vous dites l'ingénierie sociale est l'art de la supercherie, l'art de construire un ensemble de perceptions partagées entre les individus qui constitue une réalité falsifiée, mais qui sera donnée comme une nouvelle réalité. C'est l'art de propager les peurs, l'angoisse, la colère, afin de créer un brouillard dans l'esprit des populations, d'orienter l'attention ailleurs pour éviter que des gens voient ce qu'ils ne doivent pas voir. L'ingénierie sociale joue avec l'inversion des valeurs. Le bien, c'est le mal, le beau, c'est le laid, la santé, c'est la maladie, le masculin, c'est le féminin, etc., etc. Donc là, oui, on voit ce qui se passe. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous donner un exemple d'inversion des valeurs ou d'ingénierie sociale que vous avez vécu? Vous parlez beaucoup de la crise Covid, notamment. Ça me fait penser à ces concepts de dictature molle ou d'identité liquide, c'est-à-dire ce qui fluidifie l'individu. Voilà, et ce qui fait que du coup, il perd ses bases identitaires
intrafamiliale et qu'il ne sait plus qui il est, qu'il ne sait plus comment faire. Les jeunes en particulier aujourd'hui. Les jeunes avec le wokisme, l'LGBTisme et tout ce mouvement qui est en train peut-être de s'estomper un peu, fait qu'ils ne savent plus où ils en sont. Alors j'ai envie de citer, entre autres, si j'ai un peu le temps, la question du genre. La question du genre, et c'est là que le soignant, le risque du soignant, s'il n'est pas au courant de ce qui se passe, risque de prendre à son compte les slogans, je dirais, politiques. Moi, je sais qu'il y en a qui ont reçu des parents qui accompagnaient leurs enfants ados, souvent, pour changer de sexe. Oui. OK. Alors, le psy les reçoit et dit, bon, tu as le droit, c'est la loi qui est comme ça, et hop, on fait une thérapie. Le problème n'est pas là. Voilà. Moi j'ai reçu un jour une jeune qui s'appelle Manon, et adolescente. Et Manon, juste pour dire que ce qu'il y a derrière, Manon voulait qu'on l'appelle Marcel. On dit, à partir d'aujourd'hui, je ne m'appelle plus Manon. Marcel, c'est d'abord un prénom de vieux. Hein. Elle n'arrivait pas à dire pourquoi. Alors j'ai dit, on sait que tu es une fille, mais on va essayer de penser ce que c'est que d'être garçon. Bon, elle m'a dit, OK. Un jour, je demande à son père de venir avec elle. Son père vient et dit, moi, je ne veux pas l'appeler Marcel, il n'est pas question. Je ne préfère pas la nommer du tout, comme ça. J'ai dit, mais Marcel, ça vient d'où? Il me dit, la réflexion, Marcel, c'est le prénom d'un arrière-grand-père de ma famille. Et j'ai dit alors, il m'a dit, écoutez, il a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Un jour, il a disparu. On ne sait pas s'il est mort, s'il s'est suicidé. On ne sait pas s'il est parti faire sa vie avec une autre femme. Il a quitté sa famille, on ne sait plus où il est passé. Intéressant. Parce que du coup, ça expliquait le fait que Manon ne voulait pas changer de sexe pour changer de sexe. Elle voulait tout simplement prendre la place d'un personnage disparu dans la famille, Marcel, en essayant de se faire appeler comme lui, voire de devenir homme. Voilà. Trouver une nouvelle place, quoi. Trouver une nouvelle place, mais avec un fond qu'il a légitimé, mais qui n'a rien à voir avec le sexe. C'était psychique, une souffrance psychique de sa part, qu'elle a essayé de résoudre comme ça, en tout cas. Oui. Et alors? Et alors, écoutez, elle s'est calmée. Elle s'est calmée, elle est passée à autre chose. Elle est passée à l'importance de la place dans la famille, qu'elle ne trouvait pas forcément elle non plus, et la question du changement de sexe a disparu. Voilà. Vous racontez beaucoup dans votre livre d'exemples concrets de vous, justement, en tant que soignant, comment vous avez pu accompagner des personnes en détresse totale, en détresse dans une société qu'on peut qualifier de malade. Et vous racontez, évidemment, ça m'a énormément touchée, parce que, encore une fois, je suis mère de famille. Bon, de toute façon, ça touche tout le monde, mais un petit enfant. Alors, c'est une maison, comment ça s'appelle, ces maisons pour l'enfance J'ai pas le nom. Ah oui, c'est les mecs, c'est oui, les mecs, oui. Maison à caractère social. Voilà, maison pour l'enfance à caractère social, qu'on appelle les mecs ou les mecs. Et donc, vous avez travaillé dans ces maisons. Donc, ce sont des maisons où sont gardés des enfants, donc accompagnés, mais évidemment sans leurs parents. Donc, vous récupérez un petit garçon, je ne sais plus quel âge il a, entre 5 et 7 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et la première fois que vous l'avez dans votre bureau, il s'effondre directement en larmes. Qu'est-ce qu'il vous raconte? Alors, il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi il a été placé et pas ses sœurs. Voilà. Donc, il a été séparé de ses parents dans ce lieu. C'est ça. Il est tout seul, je précise. Voilà. Et en fait, personne ne lui a expliqué pourquoi il est là. Je pense qu'il y avait à la base une difficulté de communication entre les parents et leurs enfants, pas parce qu'ils sont mauvais parents, mais parce qu'ils avaient le sentiment peut-être de lui faire du mal en la plaçant, mais qu'ils ne pouvaient plus. J'ai compris ensuite que ses parents se défendaient peut-être de leur propre violence, qu'ils auraient pu agir contre l'enfant, et pour le protéger, ils l'ont fait placer. C'est un placement temporaire, ce n'est pas non plus sur des années. Mais lui, il a fallu retricoter son histoire et lui dire que, en fin de compte, ce n'était pas parce qu'il était un mauvais garçon, c'était parce que ses parents voulaient le protéger d'eux-mêmes, peut-être. Voilà. Ce qui change tout. Oui, mais en fait, c'est quand même absolument terrible, parce qu'on a quand même cette image d'un enfant tout seul dans un grand bâtiment, j'imagine, aseptisé,
et ne réussissant pas à avoir ce dialogue et à comprendre ce qui se passe. Et vous le dites un peu plus tard, vous dites, mais j'imagine l'ensemble des enfants qui ont été enfermés dans des lieux pareils pendant le Covid, par exemple. Quelle détresse. Qui les a suivis? Personne. Qui leur a parlé? Qui leur a expliqué? Qui a fait le travail que vous avez fait? D'essayer de remonter la piste et d'essayer de comprendre pourquoi cet enfant se mettait à pleurer soudainement. Il y a des psychologues en Mex dont les enfants sont souvent suivis. On est suivi personnalisé à des psychologues de très bon niveau, parce que les cliniques sont difficiles. Et puis, il y a une équipe. Il y a d'autres enfants aussi. Mais il y en a effectivement qui s'estiment enfants qui ont été suffisamment mauvais pour être placés. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas vraiment expliqué ce qui s'est passé et pourquoi on place les enfants, quoi. Ouais. Donc, finalement, parce que vous avez plusieurs extraits comme ça, c'est comme des petites anecdotes que vous racontez pour montrer qu'on est quand même dans une société en détresse et qu'il y a véritablement quelque chose à soigner, finalement, pour tout le monde. Oui, ça me fait penser, effectivement, à la manière dont les TDAH, les troubles de développement affectif et là, je ne me souviens plus. Ces enfants-là... Affectif, non? Oui. TDAH, troubles de développement affectif de l'hyperactivité. Oui. Ce sont des enfants hyperactifs qui sont souvent sédatés. On donne des médicaments qui se calment. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la société ne souhaite pas voir des enfants agités. Or, s'ils sont agités, c'est un symptôme. Le symptôme, c'est qu'ils sont trop jeunes pour exprimer avec des mots ce qui ne va pas. Bien sûr. Ils expriment avec l'agitation. Oui. Voilà. D'ailleurs, souvent, les enfants un peu agités vont mieux quand ils apprennent à parler, par exemple. Ah ben oui, bien sûr. Bien sûr. Apprennent à parler, à dessiner, à exprimer ce qu'ils ont dans le cœur, quoi. Oui. Oui, donc finalement, ce que vous constatez dans l'ensemble de votre livre, c'est qu'on a d'abord une gouvernance par le chaos où la vérité est tordue. Et vous, ce que vous voyez, vous, en tant que soignant, c'est-à-dire une réalité, des gens bouleversés, des enfants bouleversés, et une société qui ne sait plus tendre la main aux faibles, finalement. C'est ça que vous décrivez. C'est un peu ça, sinon que je le dis, c'est quand même aux gens, aux populations, à se réveiller à travers ce qu'ils vivent. C'est important. Parce qu'il n'y a pas de révolution à faire, il y a simplement l'éveil des gens qui est important et qui est essentiel. Oui. Et les gens se réveillent à partir du moment où on les prend en compte, à partir du moment où des personnes aussi importantes que les soignants dans la société arrivent à prendre en compte la détresse et la violence, à partir du moment où eux-mêmes ont fait ce travail de déprise par rapport à la propagande et puis tout ça. Voilà, je crois que c'est vraiment essentiel, quoi. Et ça, vous croyez que c'est votre rôle à vous, finalement, de soignant? C'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner un mal-être, peut-être de lisser, comme vous disiez tout à l'heure, finalement de préparer au réveil. Et que finalement, ce réveil peut aussi être une piste de meilleure santé mentale, au moins. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je pense que l'important est d'amener la personne non seulement à verbaliser, mais à comprendre profondément les enjeux de ceux qui vivent dans la société. Sinon, du côté des soignants, si ce travail n'est pas fait, ils risquent de prendre des positions qui ne sont pas les bonnes. Par exemple, conseiller, comme je l'ai entendu dire, conseiller à des patients d'aller se faire vacciner pendant le Covid, alors que c'était... Voilà, aujourd'hui, on sait que le vaccin n'était pas recommandable, du coup, c'est pas une position tolérable ou bien, comme je vous dis, recevoir une mère qui vient et sa fille changer de sexe, on fait une thérapie, au lieu d'expliquer à cette mère ce que c'est, qu'elle se renseigne. Voilà, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas autre chose là-dessous? Et je pense que dans tout ça, on voit l'importance des médias alternatifs, comme Toxin. Moi, j'ai beaucoup appris à partir de votre chaîne Toxin et d'autres. Mais c'est vraiment important, quoi. Vraiment. Oui. Et justement, alors vous, comment vous avez réagi pendant le Covid? Comment vous avez pris vos patients? Comment vous avez éventuellement interagi avec eux? Est-ce que c'était une période où vous avez immédiatement préparé vos patients à une forme de réflexion un peu plus poussée que ce qu'on nous annonçait ailleurs? Comment vous avez fait? C'est difficile. C'est difficile parce que, alors moi, d'abord, j'ai compris tout de suite la question de la vaccination, tout ça, il n'en a pas été question. Je me suis dit, c'est pas bon pour toi. Voilà, donc je suis passé à autre chose. Et surtout, j'ai essayé... Alors, au début, j'étais un peu directif.
Oui, la vaccination, attention. Il y a des gens qui me disaient, monsieur, j'ai pas le droit de me faire vacciner, de faire vacciner mes enfants. Là, je faisais marche arrière. Elle avait tout à fait le droit, effectivement. Les gens avaient tout à fait le droit de se faire vacciner. C'est un choix qu'ils avaient. Même si ce choix était éminemment difficile et qu'il y en a qui vont trouver dur ce que je dis, mais malgré tout, c'était aussi un choix, même s'il y en a qui ont perdu leur boulot. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Et c'est toujours ça la question. La question, c'est OK, quelqu'un qui a un accident de voiture à la veille du départ en vacances, mais c'est là pourquoi? Il n'y a pas de hasard. C'est là pourquoi? Quel est le sens de cet accident? Quel est le sens de la vaccination? Pourquoi ils y sont allés? Vous voyez, c'est pas pour leur reprocher, c'est pour qu'ils comprennent fondamentalement ce qui s'est passé pour eux, quoi. Oui. Une peur, je pense comment dire, une perte d'identité, une perte une carence identitaire qui fait qu'ils n'ont pas vu le danger, certainement. Et justement, cette peur dont vous parlez, qui fait que oui, beaucoup sont allés à la piqûre, pour le dire vulgairement, parce qu'ils avaient peur. Oui. Comment, alors, c'est quoi cette peur? Elle vient d'où? Je pense que ça retentit avec le transgénérationnel, comme on dit, c'est-à-dire avec des angoisses qui sont déjà là. Comment expliquer? Moi, j'étais sidéré quand je voyais des gens porter le masque dans la voiture, par exemple. Je dis, mais il y a autre chose que le danger du virus. Et c'est comme si les gens se mettaient le masque pour se protéger aussi de vieilles angoisses profondes qu'ils avaient en eux. Et que du coup, le masque pouvait protéger tout. Mais comment vous expliquez que toutes ces vieilles angoisses soient ressorties soudainement? Je pense qu'il y a des événements dans la vie qui font ressurgir des angoisses qu'il y a encore tapis en soi. D'où l'importance de penser à soi à un moment donné, de faire un travail sur soi, quel qu'il soit, hein, mais en tout cas d'arriver à se mettre au clair par rapport à soi-même, quoi. Et vous pensez que ceux qui ont alimenté l'information à ce moment-là, et ont justement alimenté cette peur, ils l'ont fait volontairement en sachant qu'ils allaient finalement réveiller les angoisses de chacun? C'est inconscient. Je crois que ces peurs-là, la peur du virus a réveillé d'autres peurs tapies dans la personne, mais qui étaient déjà là. Est-ce que ça pouvait être aussi peur des angoisses déjà, on va dire déjà internes, mais il peut y avoir aussi une peur de la répression, par exemple, parce qu'on savait aussi que si on se promenait sans masque dans la rue, on pouvait être réprimé. La peur de ne pas faire comme tout le monde, la peur d'être exclu du clan, de l'exclusion. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses aussi qui ont été pour le coup alimentées par le gouvernement. Tout à fait. Quand on a dit ceux-là, il faut les emmerder, c'était vraiment la volonté de montrer que si vous sortiez de la marche montrée, là, vous alliez souffrir. Oui, mais encore une fois, les gens sont en train aujourd'hui de s'éveiller par rapport à tout ça. Oui. Voilà, en gros, écoutez, en gros, c'est fait, même inconsciemment, pour que les gens se réveillent. Voilà, tout ça est fait pour ça. Je ne dis pas que c'est volontaire, je dis que c'est fait aussi pour ça. La guerre à 5e génération est aussi une guerre spirituelle. C'est les deux, quoi. Oui, donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation de cette peur, mais ça permet aussi à beaucoup de s'éveiller, de comprendre et de savoir lire entre les lignes. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, après le premier Covid, il y en a eu d'autres. Il y a eu des variants, on voulait nous présenter des variants, d'autres. Les gens ne mordent plus. Les gens ne portent plus le masque comme avant. Oui, c'est sûr. Alors, comment vous expliquez qu'est-ce qui distingue finalement ceux qui ont résisté dès le début et ceux qui ont cédé à cette peur? Qu'est-ce que ceux qui ont résisté dès le début, qui se sont méfiés, etc., qu'est-ce qu'ils ont en eux que n'ont pas les autres, ou qu'est-ce qu'ils ont en moins que les autres ont? Je ne sais pas. Je crois que ce sont un peu des porte-étendards, j'ai envie de dire. Involontairement. Oui. Il y en a qui comprennent, j'ai eu des intuitions, moi je suis intuitif, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Voilà, j'ai eu une intuition où c'était pas bon, d'autres l'ont pas eu, malheureusement, mais ceux qui ont eu le vaccin, maintenant, qu'est-ce qu'ils en font? Et c'est ça que je fais travailler aux gens. C'est fait. On va pas refaire l'histoire, mais qu'est-ce que vous en faites maintenant? Oui, mais comment vous comprenez? C'est pas qu'une histoire d'intention, une histoire de peur aussi. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu peur, ou qui n'ont pas voulu céder à la peur, comment vous l'expliquez? Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient, entre guillemets, au clair avec eux, plus au clair avec eux sur leurs angoisses personnelles? Et comment vous l'expliquez-vous en tant que soignant, en tant que psychanalyste? Jung
Carl Gustav Jung, qui est un psychanalyste suisse que j'aime beaucoup, disait qu'il y avait un archétype, c'est un modèle universel pour l'humanité, qu'il y avait l'archétype du guérisseur blessé. C'est-à-dire qu'il faut avoir été blessé, gravement blessé, pour être un bon guérisseur. Est-ce que je suis un bon guérisseur? C'est sûrement pas. Mais en tout cas, je fais comme le colibri, je laisse tomber ma goutte d'eau sur l'incendie, d'autres feront pareil. Mais ce que je dis là, ce que je voulais préciser, ce que je dis là, c'est pas une fin en soi, c'est pas une vérité générale, c'est que les gens aient expérimenté ce que je dis, quoi. Que ça donne envie de faire, on apprenne pas mal, la révolution, c'est-à-dire la réévolution. Ce que disait Hillman, James Hillman disait, il faudrait que le cabinet de psychothérapie soit un lieu où on fasse la révolution. Mais c'est pas la révolution comme en 89, c'est la réévolution, c'est-à-dire c'est la mise en mouvement de quelque chose d'important, quoi. Oui. Le réveil, ce que vous disiez tout à l'heure. Le réveil sur ce que nous sommes, mais également sur ce qu'est notre société, savoir mieux appréhender notre société. Et finalement, aussi, il y avait une petite armée, pardon de continuer l'image, de soignants comme vous. Il pourrait y avoir une réévolution importante en France et dans le monde. Ça arrive petit à petit. Il y en a plein qui m'écoutent aujourd'hui, ce matin, et qui m'ont beaucoup aidé à m'en penser. Et je sais que ce sont aussi une sorte de résistants, quoi. Des gens qui pensent autrement, mais qui amènent quelque chose à la société, quoi. Oui. Tout à fait modestement. Et vous pensez justement qu'à quel moment il va y avoir un renversement de bascule? Pour le moment, il y a un système de peur et puis quelques résistants, entre guillemets, de la pensée. À quel moment le système va s'inverser et finalement les résistants de la pensée vont devenir majoritaires et les autres... Parce qu'après, on sait qu'il y a un mouvement de foule, un mouvement de suivi. Enfin, les autres suivent les autres. Tout à fait. Je pense que c'est contagieux. Les gens de plus en plus se réveillent. Mais la question, moi j'aime bien ce que disait Thierry Messant récemment. Il disait, vous savez, la révolution de 89, le fait d'avoir coupé la tête au roi, ça n'a rien changé du tout. Et même ça a amené un système encore plus répressif, c'était la terreur. Oui. Il dit l'important, c'est que les gens s'éveillent. Voilà. Quand ils s'éveillent, les gens n'entendent plus le narratif de la peur, tout ça. Ça ne fait plus peur, ils passent à autre chose. Oui. Si j'ai 2 minutes pour dire que l'important, c'est, dans tout ça, le chaos organisé, c'est aussi la lutte du bien contre le mal. On la trouve tout le temps. C'est Carl Gustav Jung qui disait qu'il y a le bien et le mal qui vont ensemble, et du coup, qui s'affrontent régulièrement. Et que ça, c'est important. Juste... un équilibre. Voilà, c'est ça. Juste une légende amérindienne, des 2 loups. C'est un vieux qui parle à un enfant et qui étudie, tu sais, dans l'être humain, il y a toujours 2 loups. Il y en a un qui est gentil, qui est protecteur, qui fait pas de mal, et l'autre qui est méchant, qui est agressif, qui diffuse la peur. Et l'enfant lui dit, mais qui c'est qui gagne? Et le vieux lui dit, c'est celui que je nourris. Ça veut tout dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on est responsable aussi bien du bien que du mal qu'on vit en société. Pas que, mais aussi. Donc, l'important de l'éveil, du travail d'éveil. Nous sommes tous une part de la société, finalement. Donc, c'est une façon de la changer si nous changeons. Bien sûr, tout à fait, absolument. Merci beaucoup, Richard Durastante, psychologue, clinicien, docteur en psychopathologie, psychologie clinique, thérapeute de famille et de couple. Je rappelle votre livre « Société du chaos organisé » chez Marco Pieter. Et surtout, merci à vous tous, chers auditeurs. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.